Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les pros de la distribution institutionnelle. Caroline Serpagli et Thomas Albert, fondateurs et associés d'Hexagone Finance. Il y a une contrainte qui est très forte en France, c'est qu'il y a une énorme concurrence. Il y a beaucoup de sociétés de gestion, plus de 600 qui sont agréées par l'AMF. Donc il s'agit d'avoir un très bon track record, des bases très solides, d'avoir des gérants de qualité pour se démarquer de la concurrence. Après, il y a une contrainte réglementaire qui est très forte puisque le marché institutionnel français est très réglementé. Donc évidemment, il s'agit aussi de s'y conformer. Par définition, un portefeuille institutionnel sera toujours très diversifié. Donc nous, on ne va pas travailler sur 100% du portefeuille des investisseurs institutionnels, mais on va venir en fait les accompagner sur remplir telle ou telle poche sur la partie intermédiation et ensuite on va le voir sur la partie conseil un petit peu en amont. Alors que les produits financiers se complexifient et que l'offre s'agrandit, les manufacturiers sont souvent désemparés lorsqu'il s'agit de distribuer leurs produits aux institutionnels. C'est en partant de ce constat que Caroline, Thomas et leurs cofondateurs ont décidé de lancer Hexagone Finance. Créée en 2013, cette société a constitué une sélection de produits de placement adaptés aux standards des investisseurs institutionnels. Nous découvrons avec mes deux invités le marché très discret de la distribution. Vous allez mieux comprendre comment leurs équipes cherchent, évaluent et sélectionnent les meilleurs produits pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels dans toutes les classes d'actifs. Nous parlons plus spécifiquement de leur modèle d'affaires en tant que distributeur, ainsi que de deux typologies de produits, les structurés d'une part et les obligations privées de l'autre. Caroline développe le cas spécifique d'une société de gestion Andera et la manière dont leur premier fonds a été levé auprès d'institutionnels grâce à Hexagone. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Caroline et Thomas. Bonjour. Bonjour Solène. Hyper contente de discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet que j'ai pas du tout en fait abordé depuis 3 ans sur FinScale. Vous allez vraiment nous aider à comprendre en fait tout cet environnement de producteurs, distributeurs de produits dans l'asset management, dans le monde institutionnel. Est-ce que je pourrais avant toute chose vous demander de vous présenter l'un et l'autre à l'audience ? Bien sûr, je démarre. Donc moi, je suis Caroline Serpagli, j'ai 38 ans, je suis une des fondatrices du groupe Hexagone. On est 4 fondateurs à l'origine, on s'est rencontrés il y a 10 ans chez notre employeur précédent. Comme je te disais en intro, je suis franco-norvégienne, voilà, ça me caractérise aussi. Et on viendra par la suite sur la société qu'on a montée. Et moi je m'appelle Thomas Albert, donc j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. Moi je suis originaire du sud-ouest et je suis aussi un des 4 fondateurs du groupe Hexagone. Top. Et vous étiez dans quel milieu avant de fonder Hexagone, l'un et l'autre ? On était dans la finance. Les 4 associés fondateurs viennent du monde de l'investissement institutionnel avec des profils très complémentaires. Ouais. Moi, j'avais passé 1 an et demi en banque, en salle de marché, sur la partie produits structurés, à Paris puis à Londres. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans chez ce qu'on appelle un TPM, un Third Party Marketer. Donc, c'est un distributeur de fonds, de sociétés de gestion pour des investisseurs institutionnels. Et moi, donc, j'ai commencé pendant 5 ans en faisant du conseil en investissement pour des petits institutionnels, donc des caisses de retraite, des mutuelles, des barreaux d'avocats. Et ensuite, donc, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière en vente. Et donc là, j'ai rejoint Caroline justement chez ce TPM. Et c'est là où on s'est rencontrés, où on a décidé de prendre notre indépendance et de devenir créateur d'entreprise. Hexagone, dont on va parler aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, on va parler des producteurs et distributeurs. Vous avez mentionné le rôle de distributeur. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément cette typologie d'acteurs en finance qui est absolument cruciale pour les producteurs, c'est-à-dire les fonds qui se développent et qui sont gérés par des asset managers. J'aurais aimé peut-être, Caroline, que tu commences par nous dresser une sorte de panorama de cet écosystème un petit peu nébuleux et nous expliquer finalement les contraintes auxquelles sont confrontés les producteurs en matière de distribution. Oui, bien sûr. Donc, ce qu'on appelle des producteurs ou encore des manufacturiers de produits financiers, c'est tout ce qui est banque d'investissement, compagnie d'assurance pour la partie fonds euros ou encore société de gestion, asset manager sur le monde coté, non coté ou immobilier. Ce qu'on définit comme distributeur ou encore intermédiaire, enfin, il y a plein de typologies. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont spécialisés en fonction de la typologie des produits, en fonction des classes d'actifs, en fonction aussi de la typologie des clients auxquels ils s'adressent. Typiquement, un CGP, c'est un distributeur pour la clientèle particulière, un conseiller en gestion de patrimoine. Nous, on se définit comme
comme intermédiaire. Justement, c'est ce qui nous animait quand on a monté Hexagone. On ne voulait pas être société de gestion, on ne voulait pas être gérant, on voulait être sélectionneur de produits, toute classe d'actifs d'ailleurs, pour bien se distinguer du métier de producteur, ne pas se targuer d'être expert sur une typologie de produits ou sur une classe d'actifs, mais plutôt aller chercher les expertises et les promouvoir pour le monde des investisseurs institutionnels qui sont nos clients. Donc on a vraiment monté nous un one-stop shop et on va en reparler par la suite. Mais c'est quoi les contraintes ? Donc, par exemple, je suis une société de gestion, je décide de lever un fonds, d'accord ? Dans ce que je vois, moi, et dans les asset managers que j'ai côtoyés, quand il s'agit d'aller lever ces fonds-là, tu les vois aller voir des banques privées, des family office, voilà, un certain nombre d'acteurs. Mais quand il s'agit d'aller voir des acteurs institutionnels, il y a des contraintes additionnelles. Alors d'abord, il y a une contrainte qui est très forte en France, c'est qu'il y a une énorme concurrence. Il y a beaucoup de sociétés de gestion, plus de 600 qui sont agréées par l'AMF. Donc il s'agit d'avoir un très bon track record, des bases très solides, d'avoir des gérants de qualité pour se démarquer de la concurrence. Après, il y a une contrainte réglementaire qui est très forte puisque le marché institutionnel français est très réglementé. Donc évidemment, il s'agit aussi de s'y conformer. Et puis ensuite, je dirais qu'en France, le marché institutionnel est très granulaire, très atomisé par rapport à... on évoquait ensemble les fonds de pension scandinaves et qui sont un marché beaucoup plus... pas facile d'accès, mais en tout cas facile à lire. Le marché français, il est très atomisé. Il y a beaucoup de petits acteurs, beaucoup de petites mutuelles, de petites assurances, de barreaux d'avocats, de fonds propres de banques, de banques régionales. Enfin, bref, il y a vraiment une multitude d'acteurs. Donc, il s'agit de connaître tous ces acteurs pour y avoir accès. Ça, je dirais que c'est vraiment une des contraintes fortes pour les distributeurs. Donc ça, c'est l'accès. Mais est-ce qu'il y a des contraintes également de taille ? On en parlait quand on s'est parlé la dernière fois. La réponse est oui. Clairement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans un portefeuille institutionnel, il est par définition, il est très diversifié. Mais en fait, ils ont des contraintes qui sont assez fortes, qui sont des contraintes où ils ne peuvent pas suivre 500 lignes dans leur portefeuille. Ouais. Donc à partir de là, en fait, ils vont avoir des tickets d'investissement minimum qui vont faire qu'ils ne pourront pas investir dans des fonds qui, par exemple, seront trop petits, des fonds trop niches. Donc il va falloir qu'ils établissent une stratégie en amont. Et en fait, le produit va venir remplir quelque part la stratégie globale d'investissement de leur fonds, de leur allocation. Mais donc cette contrainte de taille est très forte. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit très bien des sociétés de gestion de très grande taille qui vont principalement s'adresser aux investisseurs institutionnels. Là où des sociétés de gestion de plus petite taille, quelles que soient les classes d'actifs, en fait, ont plus une approche au départ qui vont être pour les particuliers, retail, et donc aller développer plutôt une clientèle de conseillers en gestion de patrimoine, où là, les tickets seront plus petits et qui seront moins regardants sur les ratios d'emprise. D'accord. Alors, dans la catégorie des distributeurs, on a les CGP, on a les banques privées, mais on a aussi des acteurs comme vous, indépendants. C'est quoi les contraintes ? Parce qu'une banque privée, elle est régulée comme une banque. Un CGP, il est oriacé, enfin, en tout cas, il est d'une certaine manière régulé. Est-ce que pour être distributeur de fonds, de produits structurés, d'obligations, comme vous le faites vous, il y a des agréments qui sont demandés Alors bien sûr et heureusement. Donc ça c'est quelque chose de très important, c'est qu'en fait on va être régulé en fonction du type de produit qu'on va proposer aux investisseurs. Ouais. C'est-à-dire que par exemple sur toute la partie produits structurés, en fait on va avoir une approche de conseiller en investissement, donc un statut de CIF qui est régulé indirectement par l'AMF. Après il y a une chose très importante chez nous, c'est que déjà nos investisseurs sont que des investisseurs professionnels. Et donc l'AMF va être très regardant pour des investisseurs qui sont non professionnels, où en fait on va avoir une approche typiquement pour les conseillers en gestion de patrimoine, donc pour les particuliers, où là il va y avoir en fait des produits, les produits ne doivent pas être trop complexes. Il y a tout un formalisme à respecter. Ce formalisme est un petit peu plus léger pour les investisseurs professionnels, mais il est quand même présent. Et donc l'AMF contrôle, nous d'ailleurs on a pris en contrôle l'AMF en 2019, qui s'est très bien passé. C'est très bien passé. Évidemment. Mais par contre avec... on les aime. Exactement. Mais par contre, avec vraiment un formalisme à respecter en termes de communication préalable, communication des frais, etc. Donc oui, il y a des contraintes réglementaires. Pourquoi est-ce que les assurances, mettons, parce que c'est un de vos gros clients, on va dire, qui font appel à vous, à qui vous vendez, entre guillemets... ou qui répondent à nos sollicitations. Voilà, c'est plutôt ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt plus particulièrement de passer par votre intermédiaire que directement avec les sociétés de gestion ? Est-ce qu'ils n'ont pas forcément envie, eux, même s'ils sont très sollicités, d'être en direct avec ces sociétés de gestion ? Alors déjà, première chose qui est très importante, c'est que dans notre modèle, ils ne vont pas avoir de coûts supplémentaires à passer par nous par rapport à une société de gestion. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait supporter le coût de notre intervention, en général, par les producteurs manufacturiers de produits financiers.
Ensuite, ils passent par des sociétés de gestion directe. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que par définition, un portefeuille institutionnel sera toujours très diversifié. Donc nous, on ne va pas travailler sur 100% du portefeuille des investisseurs institutionnels, mais on va venir en fait les accompagner sur remplir telle ou telle poche sur la partie intermédiation, et ensuite on va le voir sur la partie conseil un petit peu en amont. En tout cas, quand ils passent par nous en fait on a fait une sélection au préalable, et ce qui va les intéresser, c'est que nous aujourd'hui on est quand même une équipe de 30 personnes, on a 10 ans d'existence, donc on a une connaissance assez large du marché. Ils nous connaissent, ils savent qu'on met beaucoup de conviction en fait quand on choisit les produits, et donc ils savent que quand on va leur présenter un produit, on connaît très bien leurs problématiques, et donc quelque part on va leur faire gagner un petit peu de temps. Et ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Et j'ajoute à ça qu'il faut quand même distinguer aussi la typologie des investisseurs à qui on s'adresse. On distingue assez vulgairement les tier 1, tier 2 et tier 3. Et donc, en fonction des équipes, de la taille des équipes et de la manière dont ils sont outillés et sachant sur tous les produits sur lesquels ils doivent investir dans leur allocation d'actifs, qui est très large, on n'a évidemment pas les mêmes discussions avec des tier 1 qu'avec des tier 2 et des tier 3. Donc, typiquement, un tier 2, tier 3 avec une équipe de une personne, un directeur financier d'une mutuelle ou 3-4 personnes chez une caisse de retraite ou un petit assureur, eh bien, ils sont d'autant plus à l'écoute de l'expertise qu'on peut leur apporter qu'un tier 1 où il va y avoir une équipe assez fournie avec le spécialiste du non-coté, le spécialiste de la sélection des fonds Europe, plusieurs personnes à l'équipe IMO. Et donc, évidemment, ces gens-là sont assez sachants, ils sont bien outillés. Donc voilà, pour répondre à ta question de pourquoi est-ce qu'un assureur répond à nos sollicitations et pourquoi est-ce qu'on lui donne accès à des sociétés de gestion ou à d'autres typologies de produits, eh bien, c'est aussi en fonction de la taille de l'équipe. Alors, vous parlez des producteurs français. Il y a quand même énormément de sociétés de gestion qui font un travail formidable dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez également les distribuer ? Bien sûr, et notamment sur la partie côté, en fait, où on fait un travail d'aller chercher des sociétés de gestion à l'étranger pour les faire connaître par aux investisseurs en France. Donc ça, c'est un travail qui est assez important. Nous, aujourd'hui, en fait, on a à la fois des bases de données quantitatives, des bases de données qualitatives aussi sur l'ensemble des sociétés de gestion. On reçoit énormément de fabricants de produits financiers par an, un peu plus de 250. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir une vision très large du marché. C'est clair. Alors, j'ai une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange, mais je me demande toujours le niveau de connaissance des investisseurs institutionnels en matière d'investissement alternatif. Parce qu'il y a une telle créativité dans les investissements alternatifs, avec l'avènement de plein de nouveaux types de gestion qui viennent souvent des US ou du UK, qui arrivent en Europe assez tardivement. Je pense par exemple, j'avais reçu Michael Israel, qui est le fondateur de IVO Partners, qui fait du litigation funding. Donc sur ces typologies de gestion qui sont hyper spécifiques et très nouvelles, est-ce que vous trouvez, dans les interactions que vous avez avec ces investisseurs institutionnels, que le niveau de connaissance est vraiment à la pointe, ou il y a encore un petit délai de considération de ces typologies de fonds ? Alors en fait, on va revenir à la taille des investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les tier 1, donc les très gros assureurs, aujourd'hui, ils sont très bien équipés en interne, ils ont des spécialistes à tous les étages, et donc eux vont être capables d'analyser plutôt en amont des produits et d'être toujours à la pointe de ce qui se fait. Ensuite, sur les investisseurs de taille un petit peu plus petite, en fait, c'est tout simplement qu'ils n'ont souvent pas le temps. Parce qu'ils ont sur des portefeuilles qui sont très diversifiés, ils sont 2-3 à gérer des portefeuilles des fois qui font plusieurs milliards, donc avec énormément de granularité en fait en termes de classe d'actifs. Et donc il y a forcément un temps d'adaptation. Et donc c'est là où nous, notre rôle est important, c'est qu'en fait nous on rencontre tous ces acteurs, on comprend un petit peu ce qu'ils font, on comprend aussi les contraintes des investisseurs, et donc nous on a tout un travail aussi de faire connaître et faire comprendre en fait ces nouvelles classes d'actifs quand elles nous semblent qu'elles ont de l'intérêt à nos investisseurs. D'accord. Vous vous intéressez à la crypto ? Alors, forcément, tu vas pas me dire non, oui, non, on connaît le sujet à titre perso. Après, je pense que le monde institutionnel, pour le coup, n'est pas du tout friand pour le moment. Non, pour regarder cette classe d'actifs. D'accord. En fait, on a rencontré le premier acteur crypto qui voulait parler aux instituts en 2014, je crois, 2015. Ouais. Et il y a toujours quelque chose qui nous a échappé dans la crypto. Donc ça, c'est vraiment un avis, on va dire, personnel et de conviction. Et donc, on a choisi pour l'instant, en tout cas, de ne pas y aller. D'accord. Alors, si on parle plus spécifiquement d'Hexagone, j'aurais aimé que vous reveniez. Bon, on a parlé de l'équipe d'une trentaine de personnes qui est basée en France. Vous avez fait une levée récemment avec la BPI.
et d'autres investisseurs. Absolument, ouais. J'aurais aimé un petit peu comprendre plus en détail votre modèle d'affaires et puis revenir peut-être sur les pôles conseil, finance et metrics que vous avez déterminés. Absolument. Donc le groupe Hexagone a 10 ans cette année. Notre métier, c'est de s'adresser à des investisseurs institutionnels français, donc institutionnels au sens large, on les a définis, et de les écouter et de comprendre leurs problématiques à toutes les étapes de la chaîne de gestion d'actifs qui les intéressent dans leur allocation d'actifs. Donc on intervient à plusieurs niveaux. On peut intervenir en amont de l'investissement sur tout ce qui est allocation stratégique, organisation d'appels d'offres, déploiement de poche, due diligence externalisée qui vont nous confier. On intervient au moment de l'investissement sur la partie vraiment intermédiation. Et là, notre singularité, c'est qu'on travaille sur toutes les classes d'actifs, mis à part les titres vifs, mais voilà, du monétaire en passant par la gestion financière, les produits structurés, l'IMO, le non coté, l'infra. Encore une fois, on a un modèle assez singulier où on ne s'interdit rien par rapport à certains de nos pairs qui sont plutôt spécialisés par typologie de produits ou par classe d'actifs. Nous, on a vraiment des relations, des discussions très larges et très généralistes avec les investisseurs. Et on intervient aussi en aval sur tout ce qui est reporting de performance, reporting de risque, transparisation avec des outils propriétaires qu'on a montés, créés, et tout ce qui est analyse ESG des portefeuilles, puisque ça prend évidemment une place très importante chez les investisseurs institutionnels. D'accord. C'est quoi Metrics ? C'est notre petite fintech, donc c'est justement ce qu'expliquait Caroline sur toute la partie reporting. D'accord. En fait, aujourd'hui, le reporting devient quelque chose d'essentiel pour les investisseurs institutionnels. C'est clair, hein. Donc pour l'instant réglementaire, aussi pour du suivi de risque et de performance, et avec l'ESG qui est en train de prendre une place de plus en plus importante. D'accord. Quand on a un portefeuille aujourd'hui institutionnel avec 300-400 lignes, donc avec plutôt des portefeuilles très diversifiés, en transparisation, pour vous donner un ordre d'idée, donc notre plus gros client aujourd'hui, c'est 65 000 lignes transparisées. Donc, quand tu dis transparisé, c'est quoi ? Alors transparisé, en fait, c'est par exemple quand tu vas investir dans un fonds d'investissement, donc on va prendre un fonds Action Europe par exemple, toi tu vas investir dans une seule ligne, qui est le fonds, sauf que derrière, le fonds va investir dans 50, 100, etc. Un look-through, moi j'appelle. Exactement. Désolé. C'est un mot qui a été inventé, la transparisation, c'est un mot un peu barbare qui d'ailleurs n'existe pas. Et donc le principe de transparisation, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre la totalité des fonds d'investissement. La granularité voilà. Exactement. Mais sachant qu'il y a un gros travail à faire parce que la donnée qui est fournie par les sociétés de gestion est parfois incomplète. Et donc le gros en fait de nos algorithmes aujourd'hui, c'est d'aller enrichir, améliorer, vérifier cette donnée de façon à avoir en fait un reporting détaillé. Top. Alors, vous avez évoqué plein de typologies de placement, de produits de placement dans différentes classes d'actifs, qui fait quand même un scope super large. Moi, je trouve ça passionnant parce que tout m'intéresse. En revanche, comment est-ce que vous sélectionnez ces produits pour garantir, d'une part, leur pertinence pour vos clients, mais leur conformité ? Parce que vous, quand même, vous engagez quand tu présentes une obligation ou autre. Il faut quand même que tu t'assures que ça réponde déjà aux besoins de tes clients, mais que tout soit OK à tout point de vue. Alors avant, déjà, la première chose qu'on va regarder, c'est le cadre. C'est-à-dire que est-ce que ça coche toutes les cases institutionnelles en termes de gestion des risques, en termes de juridique, de réglementaire. C'est-à-dire que est-ce que FIS aussi. De FIS. Genre la bonne tranche à un point de base. Après les FIS, c'est quelque chose qu'on va analyser dans un second temps, mais la première chose en fait à regarder, c'est vraiment est-ce que c'est un cadre qui correspond à la gestion institutionnelle. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur un marché qui est réglementé, est-ce que la société de gestion est agréée, est-ce qu'elle fait bien ses due diligence, est-ce qu'elle fait bien son risque. Donc déjà on regarde ça. Ensuite, c'est du manuel. Ça c'est la vérification, c'est vraiment de la due diligence. Ensuite, ce qui va être important, déjà notre métier, c'est pas d'anticiper les marchés. C'est-à-dire qu'on n'est pas des économistes. D'ailleurs, on a une vision sur le fait que c'est très difficile d'anticiper les marchés. Donc, quelque part, nous, en fait, notre métier, ça va être plus de dire, à un instant T, dans une intuition, on pense que tel ou tel produit ou telle classe d'actifs va avoir un intérêt pour les investisseurs institutionnels. Avec une chose très importante à garder en tête, c'est que en fait notre métier c'est pas d'aller chercher le meilleur produit du monde, parce que le meilleur produit du monde ça n'existe pas. Et en plus de ça, il y a une forme de temporalité toujours. C'est-à-dire que le meilleur produit dans une classe d'actifs aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur produit demain. Donc nous en fait ce qu'on va chercher, c'est plutôt des équipes, des spécialités ou des produits en fait qui vont permettre d'assurer un cahier des charges qui sera fixé au départ et qui va être tenu dans le temps pour les investisseurs institutionnels. Et donc ensuite, comment on les sélectionne ? C'est déjà c'est un petit peu d'expérience, c'est un petit peu de connaissance en fait des besoins des investisseurs institutionnels
et de dire en fonction des conditions de marché, nous en fait on a l'avantage de rencontrer plein de manufacturiers de produits financiers différents. Et ça, c'est un petit peu ce qui fait notre spécificité, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens du côté, du non-côté, du monde obligataire, de l'immobilier, etc. Et ce qui nous permet, nous, de faire un entonnoir. Et quand on entend, en fait, les vues de tous les gérants, ce qui se fait sur le marché, à partir de ça, on va se faire notre propre opinion. Et donc, on va orienter nos recherches de produits comme ça. D'accord. Et on croise ça, j'ajoute qu'on croise ça aux besoins des investisseurs. On est systématiquement à leur écoute, on rencontre beaucoup d'investisseurs quotidiennement et donc on croise un peu les remontées des besoins investisseurs avec ce qu'on perçoit qui est produit par les manufacturiers. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est-à-dire que vu qu'on parle à un très grand nombre d'investisseurs et avec des typologies très différentes, en fait, on va aller chercher des bonnes pratiques de certains investisseurs qu'on va aussi amener à d'autres. Donc c'est un espèce de croisement en fait entre plein d'informations qui arrivent et qui nous permet de faire notre synthèse, de mettre de la conviction, parce que c'est hyper important pour nous de mettre de la conviction, de façon à proposer un produit dont on pourra assurer le suivi dans 5 ans, dans 10 ans pour nos investisseurs. Alors je pense à un nouveau type de financement que j'ai reçu par exemple. Viola Crédit est rentré propose déjà depuis une vingtaine d'années sur ce type, parce que c'est pas nouveau, mais encore une fois, c'est nouveau en Europe et ça arrive. Il y a de plus en plus d'intérêt, beaucoup plus de fintech par exemple qui se font financer de cette manière-là, qui font financer leurs créances de cette manière-là. Est-ce que sur ce type de nouveaux véhicules ou de nouveaux types d'investissement, vous percevez ces tendances? Est-ce que vous contactez directement ces producteurs? Et après, comment vous pouvez faire le lien entre le besoin qui n'est pas encore très présent dans la tête de ces institutionnels et ces producteurs-là? Je ne sais pas si c'est clair. C'est assez clair. Et alors, en fait, à titre d'exemple, on a commencé à travailler avec une fintech, nous, en 2014. Donc, on a été très, très en amont, pareil, sur des problématiques de crédit, en l'occurrence. Ouais. Par contre, tout n'est pas institutionnel pour nous. Ça va être quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que ce qu'on va vérifier derrière, c'est toujours la granularité. Est-ce que les sociétés financées en aval sont assez solides? Est-ce que ça correspond à un cahier des charges? Est-ce que le coût rendement-risque est bon? Et donc en fait, on ne va pas juste aller chercher la nouveauté pour la nouveauté. Non, c'est ça. Ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que ça ouvre vraiment une nouvelle classe d'actifs? Si ça l'ouvre, est-ce que c'est une classe d'actifs qui est assez solide compte tenu des objectifs de nos investisseurs institutionnels? Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les investisseurs institutionnels n'ont pas des objectifs de rendement de 30 ou 40% par an. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des choses, c'est de la gestion pour compte de tiers, c'est hyper important, donc il faut quand même assurer un certain niveau de risque, qui soit satisfaisant pour l'investisseur institutionnel. Et donc ça, c'est plutôt ces choses-là qu'on va regarder. On n'est pas en recherche de nouveauté pour la nouveauté ne nous fait absolument pas peur, mais il faut que ça corresponde à un besoin intrinsèque quand on regarde en fait en sous-jacent. Avant qu'on parle du use case des fonds Andera, qu'on parle de dette privée et de structurée, que tu puisses nous prendre, peut-être Thomas, on commence par toi, un exemple précis de dette privée et savoir dans quelle mesure vous intervenez dans cette chaîne de valeur. Alors par exemple, en termes de dette privée, donc déjà c'est un marché qui s'est beaucoup développé quand les taux étaient bas, tout simplement. Et en fait, avec aussi la régulation des banques, notamment en Europe, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui sont tournées vers le marché en direct, les obligations en direct non cotées, donc des entreprises plutôt de petite taille, on va dire, avec toute une partie sur l'immobilier notamment. Il y a eu beaucoup de dettes liées à l'immobilier, donc du financement de promoteurs, de marchands de biens, etc., mais aussi des entreprises. Nous, on a beaucoup regardé ce marché. On préfère passer par des spécialistes. C'est-à-dire que là, nous, on ne va pas le faire en direct. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer en direct des obligations à nos investisseurs parce qu'en fait, ça va demander un travail d'analyse qui est très spécialisé. Ouais, c'est clair. Et donc, nous, là-dessus, en fait, on préfère passer par des gérants en direct. C'est-à-dire on va passer par des fonds dont la spécialité, c'est d'investir dans des dettes privées en direct. Et où là, on sait qu'on a des spécialistes en fait, qui vont être capables d'analyser projet par projet, avec un détail et une compétence, en général avec plusieurs années d'expérience, et pour éviter en fait de prendre des risques sur des produits où on n'a pas les compétences en fait pour réellement bien les analyser. Ouais, j'avais fait un épisode avec Florence Vasilescu, que vous connaissez peut-être, qui est la fondatrice de Firm Funding, pour parler spécifiquement de cette niche. Et c'est nous on préfère le faire via des fonds. Parce qu'on trouve que ça demande quand même beaucoup d'analyse derrière. Il faut avoir une compréhension très fine du marché, du juridique, etc. Et là, notre métier, nous, c'est de trouver des bons spécialistes en fait, qui vont être capables d'adresser ce marché-là. Top. Et alors, sur les structurés, vous faites de l'émission?
Alors, sur mesure? On n'est pas émetteur, Non. mais oui, on fait faire des émissions par les banques d'investissement pour le compte des investisseurs institutionnels avec lesquels on travaille. Effectivement, ce sont des émissions sur mesure. On n'est pas du tout sur tout ce qui est produits de campagne ou référencement sur des assurances VIPS. Ça, c'est vraiment pour le monde du retail. Nous, on s'adresse au monde instit qui a donc par définition beaucoup de crédits et d'obligataires dans son allocation. Donc, on fait essentiellement des émissions dédiées sur des produits, donc crédits obligataires, beaucoup d'iTrax, beaucoup de ce qu'on appelle des CLN, beaucoup de produits. C'est quoi CLN? CLN, ce sont des Credit Linked Notes. Ah oui. Voilà. Beaucoup aussi de produits sur du taux fixe, de l'inflation, ce sont des sujets qui reviennent un peu au goût du jour dans cet environnement de taux qu'on connaît. Super. En fait, ça c'est quelque chose d'important sur les produits structurés. C'est-à-dire que les produits structurés, c'est surtout connu pour la partie retail, donc des produits, actions, avec des barrières, etc. Nous, en fait, la façon dont on envisage les produits structurés, c'est surtout en fait de la diversification de portefeuilles obligataires. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser la dette pour ensuite aller restructurer les coupons et avoir une indexation un petit peu différente que celle qu'on peut avoir sur des produits à taux fixe classiques. Donc, c'est la plus grosse partie en fait des portefeuilles des investisseurs institutionnels, la partie obligataire. Donc, nous, en fait, ce qu'on va chercher dans les structurés, c'est justement leur donner une indexation un petit peu différente avec des niveaux de risque équivalents. Super. J'aime bien la structuration. C'est mon passier d'UBS. C'est passionnant, on joue au Lego en fait. C'est hyper créatif en fait. Ouais. Tout est possible. Envisager plein de choses. Ouais. Caroline, on s'était dit qu'on allait parler d'un use case, parce que j'aime bien les cas pratiques, savoir vraiment concrètement comment ça fonctionne avec vous. Est-ce que tu pourrais reprendre l'exemple de la collaboration avec les fonds Andera ? C'était la société dont on avait parlé, mais ça peut être un autre use case. Mais on peut prendre celle-ci avec plaisir. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on avait constaté, d'abord un énorme besoin de financement de la transition énergétique. Et puis surtout, post-année Covid, on s'est rendu compte que l'ESG, ça devenait évidemment un vrai sujet pour les institutionnels, qui n'était plus un sujet au détriment de la performance, mais qui était un sujet inhérent maintenant au monde de l'investissement institutionnel. Donc, on a rencontré une équipe de gestion qui avait une expertise dans le financement de la transition énergétique et qui est allée rejoindre la société de gestion Andera. On a eu très envie de travailler ensemble mutuellement, nous pour les accompagner sur la commercialisation du fonds, donc sur la levée du fonds. On est intervenu avec eux vraiment en amont quand ils étaient en train de designer le fonds. C'était un first time fund ? C'était un first time fund avec une first time team, donc de 2 personnes qui ont travaillé ensemble pendant longtemps mais qui n'avaient pas été gérants ensemble aux manettes d'un fonds. Et on les a accompagnés. Donc nous, on leur apporte notre très bonne connaissance du monde institutionnel et la confiance des investisseurs avec lesquels on travaille de longue date sur tout un tas de classes d'actifs et qui nous ont fait confiance pour rencontrer l'équipe et pour investir sur le fonds. Aujourd'hui, c'est un fonds qui a collecté 200 millions, qui a un objectif d'aller jusqu'à 250. Donc voilà, collaboration très réussie avec Andera sur ce fonds Smart Infra. Et dans ce cas-là, vous appelez concrètement, tu contactes tous tes institutionnels, c'est du call calling du call calling non, mais tu les voilà. Non, parce c'est du démarchage, il n'y a pas forcément d'action marketing commune ou autre. Il peut y en avoir un petit peu, mais c'est vrai qu'on est dans un métier où il y a encore beaucoup de... c'est un métier d'hommes et de femmes très humain où rien ne remplace un coup de fil, un rendez-vous, un déjeuner. On passe vraiment beaucoup de temps avec nos clients, à les écouter, à discuter avec eux, à parler de plein de choses qui les intéressent dans leur métier et dans leur allocation d'actifs. Il y a peu de digitalisation, tu vois, dans la partie commercialisation, dans ce monde instit. Donc oui, je pense que Andera sait qu'ils peuvent s'appuyer sur nous, sur la partie démarchage et commercialisation. On a vraiment une rigueur commerciale. On a d'ailleurs fait des points très réguliers avec eux. C'était assez impressionné de la manière dont on rend compte et on fait remonter beaucoup de feedback aussi des investisseurs qui nous donnent un peu leur avis sur le produit, etc. Et votre modèle d'affaires, typiquement avec Andera, ça fonctionne comment ? En fait, on va prendre une part des frais de gestion. D'accord. Donc simplement, en fait, ce qu'il faut voir dans une société de gestion, en général, il y a une part des frais de gestion qui est allouée à la force commerciale, tout simplement. Mais là, à la place de payer une force commerciale interne. Ils vont nous les donner à nous. Ouais. Top. Alors, on n'a pas parlé du tout de la levée, je l'ai juste mentionné. Mm-hmm. Pourquoi vous êtes allé lever des fonds auprès de tiers ? Alors, en fait, c'est plus une ouverture de capital qu'une levée de fonds. Okay. En fait, ce qui se passait, c'est que donc ça faisait 10 ans que la société existe maintenant.
On a eu une croissance qui était plutôt sympa, et on se retrouvait en fait dans la situation où on sent qu'il y a une vraie opportunité de marché pour nous, parce qu'il y a des vrais besoins. Nos investisseurs ont de plus en plus besoin en fait, à la fois de reporting et d'accompagnement, parce que le monde de la finance se complexifie, il y a de plus en plus de réglementation. Donc on pense qu'on a une vraie place à prendre. Et en fait, on se retrouvait dans la situation où nous, on était un peu des artisans. C'est-à-dire qu'on a commencé, on a monté la société. Aujourd'hui, on a une 30aine de personnes. Et donc, on a senti, pas le besoin, mais plutôt l'envie, en fait, d'avoir des investisseurs dont c'est le métier, d'amener des entreprises de notre taille à un niveau plus important, grosse PME, ETI. Et donc, en fait, la volonté d'ouverture du capital était vraiment dans ce sens-là. Venir nous accompagner sur, en fait, accompagner la croissance et la continuer, voire l'accélérer. Bon, alors ça vous emmène où, ça ? Alors, ça nous emmène... Très loin. On espère. On espère. Déjà, là où ça nous emmène, c'est être de plus en plus efficace et pouvoir proposer des services de plus en plus efficaces pour nos investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas parti sur l'international ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on verra dans un second temps. Mais la tasse principale pour les 5 prochaines années, c'est avant tout continuer notre croissance et mieux se structurer de façon à être toujours plus pertinent, avoir des produits qui nous seront toujours plus intéressants et être capable d'accompagner de plus en plus en fait nos investisseurs. Donc ça déjà c'est quelque chose qui est hyper important. Donc c'est la première chose là où ça va nous amener, c'est nous permettre en fait d'assurer un service toujours meilleur pour nos investisseurs. Après concrètement où ça nous emmène à un doublement de la taille à horizon 5 ans. Avec 45 personnes, entre 45 et 50 personnes. On n'est pas sur des métiers où on a besoin d'être 200, 300, et je pense qu'on n'a pas envie en fait, d'en arriver là, parce qu'on veut garder justement ce côté très humain. Par contre, il faut structurer l'expertise, il faut augmenter la capacité en fait, à avoir de plus en plus de canaux d'arrivée, de produits, de nouvelles idées, garder justement cette curiosité qui est vraiment essentielle à notre métier. Beaucoup s'appuyer sur la technologie aussi. Donc on le voit avec Metrix et ça on a envie de le continuer. C'est-à-dire que la technologie ça va se faire à 2 niveaux. Un, pour proposer des services technologiques, notamment sur la partie reporting à nos investisseurs, mais aussi nous en interne en fait pour augmenter notre capacité d'analyse quantitative, qualitative, etc. Et ça aujourd'hui la technologie nous permet d'avoir des opportunités qui sont énormes là-dessus. Donc c'est voilà où ça va nous amener, c'est vraiment nous accompagner en fait dans toute la structuration de l'entreprise pour accompagner la croissance. Et puis se donner les moyens d'aller voir de plus en plus d'investisseurs, d'augmenter aussi la base client et de les équiper davantage avec toute l'offre de produits et de services qu'on structure. Top. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on ne se quitterait pas sur une recommandation, comme je le demande à chaque fois ? Oui, bien sûr. De livres. Avec plaisir. Moi, je lis beaucoup. Je lis pas mal de romans et de choses comme ça. Mais sur un plan professionnel, on a travaillé dans les années post-Covid. On a fait pas mal de coaching et notamment les tests MBTI. Et on a fait beaucoup de travaux autour de ça. Et donc, je me suis passionnée pour les travaux de Jung qui a inspiré Carl Jung. Absolument. Ouais. Et Frédéric Lenoir a écrit un super bouquin, Jung, un voyage vers soi, je crois. Que j'avais lu. Une bonne synthèse. Absolument, ouais. Donc, super bouquin que je recommande. Moi aussi. Thomas ? Et moi, pour ma part, moi j'aime bien les biographies, donc je viens de finir la biographie de Fouché de Stéphane Zweig, que je trouve passionnante parce que c'est un homme d'un cynisme assez hallucinant qui a réussi à passer des moments d'histoire qui sont quand même avec des transitions qui sont très complexes. Voilà, je trouve ça très, très intéressant et très enrichissant. Merci à tous les deux. Merci à toi, Solène. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.